suis chargée de mission au pôle Pépite, qui est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. C'est un pôle qui permet aux étudiants et jeunes diplômés de suivre une formation en entrepreneuriat en parallèle de leurs études. Et donc aujourd'hui, on se retrouve justement pour un des éléments du programme qu'on aborde chaque année, le Café sans filtre, qui nous permet d'aborder des sujets liés à l'entrepreneuriat à travers l'expérience de professionnels qui nous font plaisir d'être là ce matin. Le sujet du jour, c'est entreprise en mouvance, passage à l'échelle, comment ont-ils fait? Alors, je ne sais pas si ça vous parle à tous, le passage à l'échelle, mais on a Stéphanie, qui est étudiante entrepreneur, qui nous fera un plaisir de définir un peu ces notions, et ensuite nos intervenants de ce matin qui parleront de leur propre expérience sur le sujet. Avant de commencer, je voudrais remercier tous nos partenaires, les membres fondateurs, les tuteurs, tutrices qui sont les fidèles de nos cafés sans filtre et qui nous permettent d'organiser ce type d'événement et que le programme Pépite existe. Comment va se dérouler cette session? Donc, on a deux étudiants entrepreneurs ce matin qui vous parleront un petit peu de leur projet, comment ça s'est passé pour eux dans Pépite. Et on a d'autres qui arriveront en cours de route. Ensuite, Stéphanie introduira le sujet du jour. Donc, ce n'est pas un exercice facile, donc je vous demanderai d'être gentil avec elle. Et puis, nous passerons à la table ronde avec nos intervenants. Et nous finirons, pour ceux qui le souhaitent, par un petit déjeuner café croissant qui vous sera proposé juste à l'extérieur à côté de l'amphi pour poursuivre les échanges et poser vos questions que vous n'auriez pas osé poser pendant l'échange. Donc, n'hésitez pas à être proactifs. Ils sont venus ce matin pour vous, pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On est là dans un cadre en toute bienveillance. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Le professeur n'a pas assez de temps pour les 30 élèves fois 5 classes, quoi. Et donc, moi, j'avais un peu plus de temps parce que j'étais étudiant et que j'ai passé quelques heures avec eux. Et j'ai pu créer des cours qui étaient plus adaptés à eux en connaissant bien leurs faiblesses, en connaissant bien leurs forces. Et je me suis dit que le problème, c'est que j'investissais trop de temps par élève. Et je voulais trouver une solution pour pouvoir avoir un procédé, quelque chose qui puisse faire ce travail pour chaque élève. Et donc, qui met l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Donc en fait, l'idée, c'est de collecter des données sur les échecs et les réussites des élèves, de collecter les stratégies pédagogiques des professeurs et de réunir l'expérience de chaque professeur pour faire une super IA, pour faire un peu comme une personne qui soit au-dessus de l'épaule d'un élève tout au long de son apprentissage. Voilà. Merci à vous. Donc à présent, nous allons passer au thème du jour. Donc entreprise en mouvance, passage à l'échelle, comment ont-ils fait? Est-ce que vous avez une idée de ce que signifie ce terme, le passage à l'échelle? Oui? Non? Alors, donc je vais vous guider un petit peu. Donc comment passe-t-on d'entrepreneur à chef d'entreprise? Qu'en est-il de la question de l'embauche des salariés? Comment mettre sur le marché de nouveaux produits ou de nouveaux services? Comment cibler de nouveaux marchés? Et quelle est la question qu'il faut se poser quant à l'intégration de nouveaux collaborateurs au sein de l'équipe? Voilà quelques questions que nous sommes à même de nous poser dans ce cas-là. Donc, pour comprendre cela, il est important de bien faire la différence entre deux notions, entrepreneur ou chef d'entreprise. Avez-vous une idée de ce qu'est un chef d'entreprise pour nos étudiants? Alors, nous retenons une définition. Donc, le chef d'entreprise renvoie à un statut, tandis qu'entrepreneur renvoie à une fonction, celle d'entreprendre, qui peut être mise en œuvre dans des contextes très différents d'entreprise, association ou communauté. Alors ensuite, être entrepreneur. Est-ce que vous voyez une distinction à présent ou pas? Donc, la première chose qu'il faut retenir est qu'un entrepreneur est une personne qui est créative. C'est une personne aussi qui travaille à son compte.
un entrepreneur va créer? Il s'agit d'une personne en général qui est indépendante, qui prend la responsabilité de ses actes. Le plus souvent, cet esprit entrepreneurial peut se traduire par la création d'une entreprise, mais pas que, ça peut être l'émergence d'un projet ou encore la création d'une association. Un exemple emblématique d'entrepreneur que nous avons retenu est celui de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, je pense que ce nom vous parle. Il a créé l'association Emmaüs le 23 mars 1954. Comment a-t-il procédé? Donc, il va fédérer une communauté de bénévoles qui se proposent ensemble de construire des logements pour les personnes sans abri. Alors, il s'agissait donc de compagnons issus de classes sociales très différentes. Cela ne constituait pas un obstacle pour l'abbé Pierre, puisqu'il a souligné que l'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait les choses ensemble, des belles choses, belles et difficiles. Un autre exemple, peut-être plus parlant pour vous, puisque nous l'avons tous vécu, est la crise sanitaire qui nous a touchés. À ce moment-là, des entrepreneurs dans l'âme ont su innover. Ils ont proposé une nouvelle manière de vendre, de distribuer leurs services, ils ont parfois élargi leur offre. Autrement dit, entrepreneur n'implique pas toujours la création d'une entreprise. Et à présent, intéressons-nous à la notion de chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise, quant à lui, est le dirigeant de l'entreprise. C'est lui qui va définir la stratégie, il va donner des consignes, il donne des orientations, il est amené à manager. Le chef d'entreprise est également le représentant légal, c'est-à-dire qu'il va représenter la société dans les actes quotidiens. À ce titre, il est tenu à certaines obligations, par exemple des obligations d'ordre fiscal ou des obligations d'ordre social. Comme exemple, je peux vous citer une obligation d'ordre social, tout simplement, qui est celle de déclarer ses salariés auprès des services de la CAFAD. Obligation d'ordre fiscal, qui est celle de déclarer ses impôts et bien entendu de les payer. C'était juste un exemple. Quant à l'entrepreneur, c'est une personne qui va imaginer un concept, qui va avoir une idée novatrice. Parfois, il ne sait pas comment la mettre en œuvre. Il peut être accompagné dans ce sens. Un entrepreneur, je pourrais vous dire que c'est peut-être un chef d'entreprise en devenir. Maintenant que les notions de chef d'entreprise et d'entrepreneur sont un peu plus claires, nous allons laisser la parole à nos invités qui ont eu la gentillesse de venir ce matin pour nous partager leur expérience du quotidien, et donc ils vont nous parler du passage à l'échelle. Pouvez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît, messieurs et mesdames ? Hop, je vous donne un micro, n'hésitez à parler bien près. Donc tout d'abord, encore une fois, nous vous remercions de votre travail. Justement, être un chef d'entreprise impose d'avoir des obligations et aussi des obligations en termes de présence dans votre société. Donc c'est bien connu, le temps c'est de l'argent. Donc merci à vous de nous partager votre expérience. Donc pouvez-vous nous parler de vos projets respectifs et nous donner votre avis sur la question du jour, qui est le passage à l'échelle? Comment avez-vous fait ? Bonjour à tous, moi je suis Fanny Nosmas, je dirige l'Origine Café qui est situé dans l'enceinte du MK2, donc le nouveau cinéma sur Dimbéa. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu, qui est déjà passé? Ah oui quand même, c'est cool. Donc pour vous donner un peu une petite idée, c'est que j'ai monté mon entreprise en parallèle de mes études. Donc pendant 6 mois, j'ai fait le GEC plus mon entreprise sur les temps où j'avais pas cours. Je pense que le plus difficile, ça a été de changer de vie et du coup de me retrouver dans
dans une situation où j'avais pas du tout la même vie que des jeunes de 21 ans de mon âge avec qui, que je côtoyais au quotidien dans mes cours. Et du coup, de passer de simplement élève à vraiment avoir des responsabilités. Moi, je pense que le chef d'entreprise, il doit avoir une vision avant tout. C'est la personne qui, comme je dis souvent à mes équipes, qui fait le gouvernail dans le bateau et qui est là pour donner un axe et pour entraîner, donc on va dire mobiliser l'équipe et vraiment avoir une vision, donc donner un axe, une direction. Et c'est ça, en fait, c'est qu'en tant que jeune entrepreneur sortant de Pépite, je pense que le plus difficile pour vous, ça va être de vous retrouver dans un milieu où vous n'avez plus la même vie et où les gens qui ont la même vie que vous n'ont pas forcément le même âge que vous et du coup la même expérience et les mêmes choses à raconter. Et donc, du coup, on se retrouve un peu seul souvent face à tout. Et après, on a forcément des gens pour nous aider, comme c'est vrai que Pépite, moi, je me suis beaucoup tournée vers Naomi, on a beaucoup discuté, mais je pense que c'est ça la difficulté en tant que jeune entrepreneur, c'est de se retrouver à avoir une vie différente d'une personne de 21 ans, et surtout avoir d'un coup des responsabilités où on ne peut pas tout claquer et partir, où on a quand même, pour ma part, 7 personnes à nourrir tous les mois, et donc c'est un stress constant, parce que on se dit que voilà, c'est un stress d'avoir des familles, parce que souvent, je sais que pour mon cas, c'est pas des personnes, c'est souvent des familles avec 2 ou 3 personnes. Et du coup, c'est une prise de responsabilité, c'est vraiment assez lourd. Après, je pense que pour ma part, c'est que du bonheur, c'est beaucoup, c'est un accomplissement déjà, parce que dans le sens où on devient maître de... je vais pas dire de son destin, mais on prend vraiment les choses en main, on se responsabilise. Et après, aussi, pour ma part, j'adore ce que je fais et je pense que c'est pour ça que certains d'entre vous veulent monter leur entreprise, c'est pour vivre de ce qu'ils font et de ce qu'ils aiment surtout. Et c'est vrai que moi, au quotidien, j'adore ce que je fais, donc ça, il n'y a pas meilleur accomplissement dans la vie que de vivre de ce qu'on aime. Voilà. Après, il y a des hauts et des bas, ça c'est sûr. mais voilà, pour ma part, c'était surtout le côté perso plus que... professionnel, certes, mais le plus dur, ça a été le perso pour ma part. Donc voilà, je vais passer la parole. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Mehdi Assouni. Je suis le directeur d'une société qui s'appelle MC3, que vous n'avez sûrement jamais entendu parler, puisque ma fonction est d'être grossiste informatique. Donc, en grossiste, c'est une entreprise qui est entre le constructeur et les revendeurs. Donc concrètement, la société achète directement dans les usines HP, Lenovo, Microsoft, pour vendre à des revendeurs, que ce soit de la grande distribution ou des patentés ou des sociétés que vous connaissez sûrement sur la place. Donc, alors moi j'ai une expérience différente, je pense que c'est ça qui va être intéressant, c'est que je suis chef d'entreprise, mais pas vraiment entrepreneur. Dans le sens où, pour vous détailler un peu mon parcours, j'ai été embauché comme commercial chez MC3 il y a une quinzaine d'années. À l'époque, il y avait 2 SARL, de 4 ou 5 personnes. Et puis voilà, ça se passait très bien, j'étais très content dans ce que je faisais, j'avais un esprit entrepreneur, puisqu'on l'a dit, entrepreneur, c'est prendre des responsabilités, avoir une vision, des stratégies, ce que je pouvais faire avec mes clients. Donc j'étais dans le monde B2B, c'est-à-dire que je vendais à des entreprises. Mes clients, c'était les patrons, alors on va en citer quelques-uns, ça peut être de Office Plus, Sharp, BBS, ou Sopema, ou Bureau Vallée maintenant. Voilà, ça c'était mes clients. Donc je n'avais pas affaire à des clients finaux. Donc ça se passait bien, mais malheureusement, comme ça arrive parfois dans les entreprises, on n'avait pas forcément les bons gérants. Et ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise était mal gérée. J'ai oublié de vous dire que nous, on est une filiale d'un groupe. Donc on est présent sur les DOM-TOM, les pays francophones, outre-mer, on va dire, et de plus en plus les pays africains. Donc on est sur 18 territoires. Et on avait une petite part de marché, on représentait 2% du groupe. On n'était pas trop dans le viseur, on va dire, des actionnaires. Et l'entreprise n'était pas très bien gérée. À tel point que quand ils se sont rendus compte des chiffres, ils ont liquidé une des sociétés. Et de 2 sociétés de 4 personnes, on est devenu une société de 3 personnes.
On a gardé un technicien, la commerciale Microsoft, et moi qui de commercial est passé à faire tout le reste. Donc gérer les approvisionnements avions, les ventes, être l'interface avec la comptabilité, etc. etc. Le reporting actionnaire. J'ai pris ça comme un gros challenge et ça m'a bien plu. Ça a été compliqué parce qu'on n'était pas du tout dans la stratégie de la société. L'objectif, c'était de ne pas perdre d'argent, c'était de ne pas faire de vagues, parce que le groupe se développait énormément ailleurs et mettait son énergie ailleurs. Donc à l'époque, j'ai aussi dû faire face à des départs, à changer un peu le personnel. On est resté 3 personnes pendant longtemps, avec un chiffre d'affaires assez faible. Et ce qui m'a, moi, tenu, c'est la relation que j'avais avec les actionnaires, en me disant, c'est des gens vachement bien. L'entreprise, moi, j'y crois. Elle a un super business model. Sauf qu'aujourd'hui, clairement, on n'est pas sur leur feuille de route, quoi. Mais j'y crois. Et je pense que le jour où ils vont s'apercevoir du potentiel de la Calédonie, qu'ils vont vouloir mettre en place les moyens qu'ils ont ailleurs, ça peut être génial. Et j'ai tenu quand même comme ça pendant 7-8 ans. Et un jour, au gré d'une réorganisation de la société, on a eu un directeur d'Omcom qui est venu voir ce qui se passait dans les filiales. Et en voyant les chiffres de la Calédonie, il se disait que on était vraiment un pauvre pays. Et quand il est arrivé, il a eu vraiment un coup de cœur. Et il s'est dit, mais c'est incroyable le potentiel qu'il y a ici. Les boutiques que tu as, à La Réunion, on n'a pas les mêmes. En Guadeloupe et Martinique, on n'a pas les mêmes. C'est incroyable, il faut qu'on passe à l'échelle. Et c'est là où, du coup, ils nous ont déployé le business model qui se passe ailleurs, qui marchait très bien depuis 25 ans. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir appliquer des recettes qui marchaient ailleurs, bien sûr à la sauce locale. Et donc, voilà, ça s'est bien passé, on pourra en parler après. Là où je peux partager une expérience différente et qui peut vous être utile plus tard, c'est par rapport au personnel. Moi, je suis passé de collègue à patron d'une PME de 3 personnes et maintenant à quelque chose de beaucoup plus structuré de 7 personnes avec beaucoup plus de process. Et c'était compliqué parce que moi, j'avais une relation forte avec mes collègues. Donc, devenir leur patron, c'était un peu compliqué. Mais ça s'est fait dans le respect de chacun et dans l'intérêt de tout le monde. Et après, quand on est passé à l'échelle, il a fallu que les conditions ont changé. Et moi, j'ai recruté des personnes dans un contexte particulier pour faire une tâche particulière. Et quand tout a changé, ce qui était une très bonne chose pour nous, puisqu'on aurait pu fermer, au contraire, on s'est développé. Sauf que les personnes que j'avais recrutées, elles faisaient, entre guillemets, plus vraiment l'affaire, parce que ce n'étaient pas les personnes que j'avais recrutées pour ça. Et ça a été compliqué d'être devant ce constat-là, parce qu'on se dit toujours, ils vont s'adapter, on va faire les efforts nécessaires, on est une équipe, etc. C'est vrai, la capacité d'adaptation, c'est super important. Mais je vais prendre une image pour que vous compreniez bien. Moi, j'avais une équipe de vélo. Mon objectif, c'était de gagner les sprints. J'ai pris une équipe de sprinteurs. On a changé de propriétaire. On est devenu une équipe pour gagner les courses en montagne. Il fallait que je recrute une équipe de grimpeurs. On peut être le meilleur sprinter de la planète. Si la route s'élève, c'est pas le même métier. Et donc j'ai dû changer l'équipe et avoir des gens qui correspondaient plus aux caractéristiques, aux ambitions de la société à ce moment-là. Donc voilà, chef d'entreprise, c'est aussi ça. Et puis pour passer à l'échelle, je pense que le plus important, c'est de bien connaître ses clients. Donc connaître son marché, c'est sûr, mais on passe à l'échelle avec et pour ses clients. Donc passer à l'échelle, ça veut dire atteindre, peut-être d'autres en parleront mieux que moi, mais c'est atteindre un volume suffisant pour générer une productivité ou une marge que vous ne pouviez pas faire en faisant un chiffre d'affaires plus bas. Donc pour vous donner une idée, nous, en 3 ans, on est passé de 200 millions de chiffre d'affaires à 800 millions. Donc on a fait x4 sur le chiffre et on a dû prendre un peu de risque, mais surtout on a pris vraiment le temps de parler avec nos clients. Et comment on passe à l'échelle sur certains marchés, dont le mien, on vise les gros clients avec qui on essaie de leur apporter ce qu'ils attendent. Et en gros, en échange de leur engagement et de leur volume, pour lequel on va faire des petits prix, on va atteindre des coûts de logistique beaucoup moins importants. On va atteindre une rotation de stock meilleure. On va atteindre d'autres avantages qu'on va pouvoir vendre à d'autres clients plus petits auxquels ils n'auraient pas accès si on n'était pas là.
Et en fait, on va pouvoir gagner notre vie par rapport à eux. Donc les gros vous aident à passer à l'échelle, et puis qui vous permettent d'apporter du service et de la valeur ajoutée à d'autres clients plus petits. Et c'est un mix qui fait qu'on arrive à s'en sortir. Voilà. Donc je suis à votre disposition pour ensuite les questions. Et pour vous donner, j'ai pas dit dans quel secteur d'activité j'étais, si dans l'informatique, pardon. Merci. Bonjour, Jean-Marc Lespinasse, je suis pharmacien. J'ai importé le groupe Rocade en Nouvelle-Calédonie. C'est une franchise de pharmacie qui a été créée dans la région bordelaise avec un associé qui était étudiant avec moi et qu'on a maintenant mis en place en Calédonie, où il y a aujourd'hui 5 pharmacies, bientôt 6 pharmacies Rocade, qui sont donc un groupement d'achat et un groupement de vente aussi. Nos pharmacies sont des pharmacies qui sont un peu clonées les unes aux autres. C'était pas habituel en Calédonie, c'est pas vraiment habituel en métropole encore, mais c'est quand même quelque chose qui se différencie de plus en plus, parce que les pharmacies vivent une mutation aujourd'hui en métropole et qui arrive toujours un petit peu avec un petit délai en Calédonie, mais on vit un peu la même chose en Calédonie. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus en plus d'autre chose que du produit remboursé. Le produit remboursé, c'est ce qu'il y a sur les ordonnances. La CAFAT souffre un peu, donc forcément, les pharmacies sont obligées de se restructurer pour ne plus compter que sur le remboursement des médicaments pour continuer à exercer. Bon, ça c'est pour mon domaine à moi, mais ce qui peut être intéressant dans le domaine de... Alors, ce que je n'ai pas compris là, c'est... Je vais poser une question, on va renverser les choses. Les étudiants qui sont là, est-ce que c'est des étudiants qui sont déjà en pépite ou qui pensent le devenir, enfin qui vont postuler? La parole est à vous. Qui serait intéressé par le programme Pépite? Oui, levez les mains, ça ne demande pas de parler. D'accord, donc vous vous renseignez sur ça et vous essayez de savoir ce qu'il en est. Bon, la différence entre, pour le coup, moi, le parcours que j'ai fait, c'est des études en pharmacie où c'est très, très théorique. Donc on nous explique, on nous apprend les médicaments, on nous fait travailler pendant pas mal de temps sur... Ça dure 6 ans maintenant, où on est vraiment sur de l'encyclopédie quasi à apprendre. C'est un peu rébarbatif, mais ça peut être intéressant. Les études amènent à aller en industrie, travailler dans un laboratoire ou travailler dans l'officine, ce que j'ai fait moi. Je suis passé par l'industrie, mais je travaille maintenant dans l'officine. Vous avez donc des études qui sont très théoriques. C'est souvent le problème des études, c'est qu'on reste dans la théorie. Et après, alors on a une idée. Vous allez avoir une idée, par exemple, de création d'entreprise. Là, c'est votre côté entrepreneur qui va intervenir. C'est-à-dire que vous allez dire, moi j'ai une idée, j'ai envie de travailler dans le cinéma ou des choses qui sont au départ théoriques. Vous allez y mettre de l'énergie. Mais ce qui va être très intéressant dans les études, c'est de bien écouter et de vous former sur ce qui est la création d'entreprise, par exemple. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai une idée, je veux faire des fringues calédoniennes, je veux faire quelque chose qui est typique à la Calédonie, mais il va quand même falloir passer par des statuts, un côté juridique. Vous allez passer par, à un moment ou l'autre, vous aurez des employés. Donc, si vous avez des employés, il va falloir savoir ce que c'est qu'une fiche de paye, savoir ce que c'est que le droit du travail. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas les plus passionnantes au départ pour l'entrepreneur, mais pour le chef d'entreprise, elles sont hyper importantes, voire indispensables. Donc ce passage-là d'entrepreneur à chef d'entreprise, ça demande ça. Alors après, moi par exemple, dans mon cas, je me suis associé parce que c'était un copain de fac, d'école et de fac. On a 2 caractéristiques qui sont très différentes. Moi, j'ai plutôt un côté entrepreneur et lui est rentré très vite dans le côté chef d'entreprise. Donc, c'était intéressant d'avoir une synergie entre les deux. C'est souvent intéressant de faire des projets à plusieurs parce qu'il y en a un qui est un peu plus fou et qui veut avancer qui veut avancer vers la création à tout crin. Et puis, il y a celui qui est derrière et qui dit, oui, mais attention, j'ai parlé tout à l'heure du juridique. Il va falloir savoir ce que c'est qu'un business plan. Il va falloir savoir ce que c'est que d'aller voir un banquier, le persuader que votre projet, il tient la route. Et ça, c'est des choses, effectivement, quand on est jeune, c'est pas la première chose. Il y a le changement de vie perso, mais il y a aussi le nerf de la guerre, c'est un peu d'argent pour faire ces projets-là. Donc, la transition entrepreneur, chef d'entreprise, je pense que s'il y a un moment où elle pose question, il faut vraiment se former. Pour le coup, la fac peut vous aider, des intervenants extérieurs comme nous peuvent vous aider aussi, des stages peuvent vous aider. C'est qu'il y a des moments clés où il faut vraiment comprendre et s'intéresser. J'ai été étudiant comme vous, hein. Il y a des moments où on n'est pas très bien réveillé, on se met au fond et puis on entend que ça passe. Mais il faut vraiment s'intéresser à ça si vous avez des projets, parce que sans ça, vous aurez des embûches qui vont être peut-être pour certaines pas insurmontables, mais très difficiles.
Et ça peut vous écœurer de votre côté entrepreneur, il peut être un peu écœuré par le côté chef d'entreprise. Donc c'est pas du tout pour vous dissuader de le faire. Moi je l'ai fait avec grand plaisir. On est passé d'une pharmacie à maintenant plus de 40 pharmacies. Ça s'ouvre pas comme des petits pains, les pharmacies, c'est un peu compliqué juridiquement, mais ça se fait. On en rêvait entre guillemets quand on était gamin et on l'a fait. Il faut surtout quand on a un rêve, aller au bout de ce rêve-là. Il faut ne jamais penser c'est pas possible. Parce que tout est possible, mais en revanche, il faut se donner les moyens. Ça demande de la présence, du travail. Et en cas d'échec, se dire je vais recommencer, je vais le refaire. À vos dispositions pour des questions aussi, si vous en avez. J'espère que vous en avez. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis Luc Sorlin, gérant de la société Ecoblast. Ecoblast est une société de sablage peinture. Et quand je suis arrivé ici, alors déjà j'ai une formation d'ingénieur à la base en construction navale. Et je suis arrivé ici avec mon voilier. J'ai posé l'ancre et après je me suis fait embaucher par une société qui s'appelle Endel. Et là j'ai été responsable du département maintenance travaux maritimes. J'ai eu la chance de quitter Endel. J'ai une chance parce que en fait ça m'a obligé à me bouger. Et du coup, j'ai créé à l'issue de cette expérience enrichissante qui m'a permis de connaître le pays, de me lancer dans l'entrepreneuriat et dans la création de cette société qui s'appelle Ecoblast et qui fait du sablage peinture. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, le sablage peinture, c'est pas très compliqué. Imaginez que vous ayez une chaise toute rouillée à la maison et que vous vouliez la repeindre. Comme elle est rouillée, vous ne pouvez pas peindre sur la rouille, du coup, il faut la décaper. Et nous, on est des spécialistes du décapage, c'est-à-dire qu'on vient projeter un abrasif. Puis dès que la chaise elle a retrouvé son acier bien gris, bien après on la repeint. Et donc ça paraît tout bête comme ça, on pourrait nous prendre pour des barbouilleurs, mais il y a plein de techniques. Le sablage est une technique, la peinture bicomposant c'est une technique. Il y a des normes, il y a des formations. Enfin voilà, ça paraît simple, mais en fait l'environnement est très compliqué. Et du coup, voilà, moi j'étais ingénieur, j'étais à l'école, après voilà, j'ai eu une formation, mais c'est valable aussi si j'avais été technicien, peu importe. Bref, tout ça, comme disait Jean-Marc, il y a la partie, il y a tout ce qu'on reçoit quand on est à votre place, quand on est étudiant, mais après, il y a la réalité de la vie. Et je l'ai vécu de pleine face parce que ça n'a rien à voir en fait entre être employé, ingénieur dans une activité et puis après monter son entreprise, c'est deux choses complètement différentes. Jean-Marc a été très clair là-dessus. C'est pour être entrepreneur, voilà, il faut avoir des compétences qu'on nous apprend malheureusement pas assez à l'école. Alors je sais pas si ici c'est le cas, en tout cas si c'est l'objectif. Mais c'est très important. Moi, par exemple, je suis hyper bon. Je pourrais presque fabriquer un sous-marin. Donc j'exagère, mais c'était ma spécialité. Là, je me débrouillerais bien. Mais quand il s'agit de créer une société, les statuts, la ressource humaine, plus la comptabilité, tout ce qui est rébarbatif, là, on se retrouve vraiment tout seul. Heureusement, il y a la CCI qui est vraiment bien faite en Calédonie, qui est là pour nous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de soutien. Il y a beaucoup d'outils. Il y a aussi la province sud qui apporte énormément de soutien. Heureusement que tous ces gens-là sont là pour nous soutenir, nous les jeunes entrepreneurs qui n'y connaissent rien, qui partons d'une idée que vous voulez avancer, parce que sinon on n'y arrivera pas, clairement. Et si vous avez la chance, vous, d'avoir ce genre de formation, sautez dessus, parce que je vous assure que c'est la base. Hein. À la rigueur, moi je dis, c'est bien d'avoir des idées, mais c'est mieux d'avoir la suite dans les idées. Avoir la suite dans les idées, c'est effectivement savoir faire les choses correctement et dans le bon ordre. Alors la création de la société, déjà, c'est tout un tas de formalités. Et puis faire vivre la société, c'est tout un tas de bazar. Hein. C'est la comptabilité, c'est un métier à part. Les ressources humaines, c'est un métier à part. Alors on peut tout faire, mais c'est compliqué. Et si jamais vous voulez vous vraiment spécialiser dans votre métier, c'est là où, comme disait Jean-Marc, lui, il a trouvé un associé qui est complémentaire. C'est là où c'est intéressant d'être bien entouré, parce qu'on ne peut pas tout faire, malheureusement. Ou alors, si on le fait, c'est au détriment de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on aime faire. Et là aussi, il y a une notion importante. Si jamais vous devez vous lancer dans une aventure, autant faites-le dans un endroit que vous aimez, qui vous passionne, parce que vous ne verrez pas le temps passer. Parce que si ce que vous faites, c'est un peu rébarbatif, etc., vous allez voir, les heures vont être très longues. Donc, déjà, si vous choisissez l'activité et qu'elle vous plaît, ça sera bien.
Et après, si vous vous organisez bien pour justement vous focaliser sur ce que vous aimez et déléguer sur ce que vous aimez moins, vous savez moins faire, bah, c'est là où vous avez compris comment ça marche. Alors, donc voilà mon petit peu mon parcours. En gros, donc j'étais formé en tant qu'ingénieur, voilà, technicien, top. Moi, je suis un gars de la technique, j'aime bien parler technique, tout ça et de ça. Et quand il a fallu créer la société, donc bah voilà, tout un tas de problèmes. Et en plus, bêtement, j'ai choisi un domaine qui était hyper concurrentiel. C'est-à-dire que Sablage Peinture, je ne suis pas la première société à en faire. D'ailleurs, je suis la dernière sur le territoire à s'être montée dans ce domaine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'es pas parti sur une idée géniale? Mais parce qu'à l'origine, c'était une idée géniale. Parce que j'avais acheté une machine qui était révolutionnaire, qui permettait de faire tout. Elle était super. Elle permettait de décaper, tout ça sans polluer, rapidement, etc. Donc j'ai acheté la machine, puisqu'elle était géniale. Et puis j'ai utilisé. Puis là, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout révolutionnaire, la machine. Puis sinon, ça se saurait. Hein, je veux dire. Du coup, je me suis planté grave. Et donc ça rappelle un petit peu le parcours de mes collègues là. Mais alors j'avais deux choix. Hein, soit j'abandonne tout, mais c'est pas mon tempérament. Donc j'ai résisté. J'ai trouvé des solutions. Je me suis diversifié. Puis petit à petit, j'en suis venu à faire comme mes concurrents. Voilà. Et je suis parti du principe que quoi que tu le fasses, si tu le fais bien, tu y arrives. Parce qu'on m'avait dit que ça marchait comme ça. Alors effectivement, ça marche. Mais ce qui n'est pas dit dans la formule, c'est que bon, parfois c'est long et difficile. Il ne faut rien lâcher. Mais voilà, dans tous les cas, je suis la preuve par 9 que effectivement, quoi que vous fassiez, si vous le faites bien, vraiment bien, vous allez forcément y arriver. Après, c'est pas dit que ça va être facile, ni simple, ni vous n'allez pas avoir des échecs. Et moi, à chaque fois que je me suis dit, bon, allez, là, j'arrête, j'en ai marre, à chaque fois, mais c'était systématique, j'ai eu un bon de commande ou un client qui m'a dit, ouais, ce que tu fais, c'est super, enfin, un truc qui te remet sur les rails. Alors, c'est bien ou pas, parce que parfois, c'est bien aussi de s'arrêter, hein, de dire, mais bon, moi, c'est passé comme ça. À chaque fois, je dis, bon, là, j'arrête. Et à chaque fois, il y a eu un truc pour me remettre sur les rails et vas-y, je remets du charbon dans la machine et c'est reparti. Aujourd'hui, Ecoblast, c'est une belle petite société. On est plus d'une vingtaine de personnes. On s'est hyper bien diversifié. On fait ce qu'on ne faisait pas avant, en plus de la partie anti-corrosion industrielle, qui est une partie originelle de la société. On fait maintenant des revêtements de toiture. On était les premiers à importer les revêtements thermiques sur les toitures. Maintenant, vous voyez, il y a plein de sociétés qui le font. Donc voilà, innovation. On fait de l'anti-tag. On était les premiers à apporter des produits nouveaux sur le territoire pour lutter contre les tags. Donc s'il y a parmi vous des taggers, sachez que c'est moi qui enlève vos tags. Après, on fait du nettoyage cryogénique. Pareil, on est les précurseurs dans ce domaine. Voilà, en fait, en gros, voilà, on essaye de se développer, de se diversifier, de trouver des niches. Ça, c'est important aussi. Et depuis, on a un tabouret à plusieurs pattes. C'est bien que s'il y en a une qui flanche, il y a les autres qui tiennent. Et c'est bien ce qui s'est passé ces dernières années où là, l'an dernier, l'Antico a vraiment eu un coup de mou, mais la toiture a repris le dessus, donc ça a bien équilibré. Et l'un dans l'autre fait que c'est une société qui se porte bien. Je ne dis pas que c'est une grosse société, mais au moins elle fait son business, elle paye ses charges, ses employés, elle se développe, elle a ses soucis, ses problèmes, et on fait face. Et il y a une belle équipe. Surtout, ce qui est important, c'est l'ambiance. On y veille au niveau de la direction, mais aussi au niveau des équipes. Et clairement, je trouve que moi, personnellement, le plus dur chez Ecoblast, là, c'est les ressources humaines. Je trouve que gérer des employés avec leurs problèmes, parce qu'on a tous des problèmes, c'est très compliqué. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais alerter tout le monde, c'est que voilà, si on peut être formé là-dessus, c'est bien, mais il faut vraiment prendre ça très au sérieux. La partie ressources humaines, relations avec ses employés d'abord, ça passe par des valeurs importantes telles que le respect et autres. Mais c'est une partie très très compliquée du business. Pour moi, la plus compliquée. Voilà, et puis je vois que je ne sais pas qui a affiché Ibiza. Voilà, bon, je suis obligé d'en parler maintenant. Parce que comme, bien sûr, Ecoblast qui fait du sablage peinture, c'était trop petit, non, je déconne.
et que les soirs, je ne savais pas quoi faire entre 10h et minuit. J'ai eu la bonne idée de créer Ibiza, qui est une start-up, là, pour le coup. En fait, chez Ecoblast, je me suis rendu compte que c'était difficile de gérer la sécurité au quotidien avec mes employés. Du coup, j'ai eu l'idée de développer une petite application pour gérer la sécurité en entreprise. Et j'ai monté cette start-up. On a essayé de faire plein de choses, de lever des sous, etc. Enfin, là, après, c'est une autre aventure. À moins que ça intéresse quelques-uns, le monde des startups, mais franchement, c'est encore une autre aventure. Et là, pour le coup, je parlais des échecs et des machins. Là, là, la liste des échecs commence à être très, très, très longue. Mais je tiens toujours l'affaire et je suis toujours là et c'est pas mort. Donc, je peux vous parler d'un truc qui a été galère mais qui a réussi, puis d'un truc, là, je suis en plein dans les galères. Hein. Donc, j'ai les deux expériences. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Alors, je sais pas. Merci pour vos expériences. Vous avez des questions ? Oui, la question c'était plus pour Jean-Marc. C'était quoi les enjeux dans la création d'une pharmacie? Parce que je pense qu'il doit y avoir plein d'enjeux législatifs, j'imagine. Les enjeux, excusez-moi. J'imagine que ça doit être assez normé. Oui, pour une création de pharmacie, en fait, ce qui existe encore en Nouvelle-Calédonie, ce qui est encore possible, parce qu'il y a des mouvements de population assez importants et des augmentations de population dans certaines communes, notamment autour de Nouméa, il y a une limite, une cotation de population, en fait. De mémoire, c'est 4500 habitants. Tous les 4500 habitants, il y a une pharmacie qui se crée. Donc, quand une commune augmente sa population, ce qui a été le cas de Dombéa, par exemple, dans les dernières années, mais il y a des nouvelles pharmacies qui, alors après, la RS ou la DAS, ici, fait attention à ce que les projets soient pas les uns sur les autres, et assez équitablement distribués sur la commune, pour que les gens puissent avoir une pharmacie près de chez eux, dans le meilleur des mondes. Ok, et du coup, il n'y a pas besoin d'être en particulier, d'avoir un diplôme en pharmacie pour pouvoir si. Okay, Pharmacie, c'est très normé pour ça, pardon. Ouais. Il y a la population, mais celui qui va créer la pharmacie, le pharmacien, doit être pharmacien. C'est-à-dire que le gérant de la pharmacie doit être pharmacien. Non seulement il doit être pharmacien, mais il doit avoir plus de 51% des parts, même s'il est associé avec d'autres pharmaciens qui, eux, travaillent ailleurs. Il existe ce qu'on appelle des CELAR, là, où les pharmacies sont détenues par plusieurs intervenants. Mais ça a été très protégé en métropole et ici aussi. C'est très protégé pour que, on va dire que l'industrie, pour faire court, Leclerc, par exemple, ne vienne pas prendre des pharmacies et les utilise, comme ça a été fait en Italie, par exemple, où on s'est retrouvé, quand c'est de la GMS, donc les grandes surfaces prennent en main les pharmacies, ça a été autorisé en Italie. Mais là, dans ces cas-là, la GMS, ils sont assez pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, un supermarché, j'en mets un là, je mets une pharmacie là, et après, s'il n'y a pas besoin de supermarché sur 30 km, j'en mets pas un autre. Donc, du coup, les pharmacies autour ont fait faillite et on s'est retrouvé en Italie avec des gens qui avaient, pour une ordonnance, besoin de faire 30 km pour aller la chercher. Donc ça, c'est pas du tout... Ça, la métropole et la France, de façon générale, l'a très très bien gardé. La Nouvelle-Calédonie aussi. Et c'est protégé, c'est-à-dire que c'est même plus rigoureux, je trouve, en Calédonie qu'en métropole. Donc il faut être pharmacien, effectivement, il faut avoir son diplôme d'officine. Ok, merci. Voilà. Oui, bonjour. Ma question est la suivante. Donc, vous avez eu un parcours, vous avez eu des échecs et des réussites. Si aujourd'hui c'était à refaire, par exemple Fanny, je connais un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu éviterais de faire? Quels conseils tu donnerais? Enfin, voilà, hein, parce que c'est pas du premier coup que tu es arrivé là. Oui, c'est sûr. Voilà, je pense que le conseil, c'est de jamais lâcher. Parce que c'est vrai que je suis passée par beaucoup de projets, j'ai fait beaucoup on va dire, d'écarts. Ce qui m'a vraiment permis de concrétiser, c'est ma motivation et ma détermination, parce que sans ça, j'aurais lâché 10 fois, je pense. Hein. C'est vrai que c'est un parcours assez périlleux, dans le sens où on a 1000 choses à faire et on a 1000 idées en plus qui arrivent. Et du coup, on part un peu dans tous les sens. Et même aujourd'hui, je pense que
quand on est jeune. Enfin, surtout pour moi, je pars souvent dans tous les sens, mais il faut savoir se canaliser et il faut savoir aussi écouter son instinct parce que je pense que l'instinct ne trompe pas trop. Enfin, pour moi, ça a bien fonctionné, en tout cas à l'instinct. Et il faut savoir se canaliser et se concentrer sur une idée et tout mettre en place pour y arriver, quoi. Oui, donc ma question est valable pour les autres entrepreneurs, chefs d'entreprise. Et voilà, quels sont les écueils sur lesquels vous êtes tombé et si c'était à refaire en termes de process, de méthode, qu'est-ce que vous éviteriez ou quels conseils vous donneriez? Non, mais je vais continuer. En fait, je reviendrai sur rien. Ça paraît prétentieux, mais je reviendrai sur rien. Je referai les mêmes étapes. Il y a peut-être une étape que j'ai appris, enfin moi personnellement, mais là c'est vraiment très individuel, c'est un peu de patience, un peu d'humilité. Quand on est jeune, on est un peu tout fou, et je le suis moins maintenant, et tout fou et jeune. Et donc du coup, c'est accepter d'aller prendre des conseils. En fait, dans son corps de métier, même si on est entrepreneur, même si on innove beaucoup, même si on fait une start-up, on est quand même, voilà, par exemple, start-up, on peut aller voir. Pour le coup, j'ai pas d'expérience là-dessus, mais on peut aller voir quelqu'un qui en a déjà fait une. C'est sur quoi il a buté. Et il ne faut pas aller en voir qu'un, parce que le risque d'en voir un, c'est de tomber sur quelqu'un qui vient de la planter et qui va vous dire c'est pas la peine de le faire. Il faut aller en voir 10. Et au bout de 10, là, vous allez voir qu'il y a une tendance qui... alors, là, je vais arrêter sur les startups, c'est pas du tout mon domaine, mais sur les pharmacies, moi, il y a vraiment deux... Alors, je me mets de l'autre côté de la barrière, c'est les gens qui viennent me demander des conseils, parce que maintenant, je suis plutôt dans les anciens que dans ceux qui commencent, mais voilà, ceux qui veulent bien prendre conseil, parce que c'est toujours un peu se mettre en risque de prendre conseil. On a toujours l'impression que quand on pose une question, si la réponse ne nous convient pas, ben, ça nous froisse ou ça pose problème à notre projet. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut y aller. Il faut se renseigner beaucoup. Et il ne faut pas s'arrêter. Enfin, la caricature, moi, mon conseiller d'orientation, quand j'étais au lycée, il m'a dit pharmacie, c'est complètement bouché. Il est hors de question de faire ça. Tu n'auras pas l'argent de tes parents parce que tes parents n'ont pas d'argent. Donc, tu n'auras jamais une pharmacie. Voilà. Pour le coup, c'était une grosse erreur. Ben, il fallait. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Parce que sinon, j'aurais complètement raté ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc en fait, moi, j'irai plus dans le conseil. Et dans tous les domaines. Je reviens sur le conseil juridique, aller voir. Alors, je ne parle pas d'aller voir un conseil juridique qui vous prend 500 000 balles la consultation, mais c'est essayer d'aller trouver quelqu'un qui, voilà, ça existe. La CCI vous aide effectivement pour ce genre de choses. C'est aller voir des gens qui ont déjà de l'expérience. C'est un peu le but de cette journée aussi, cette matinée. C'est poser des questions, même les plus incongrues, pour avoir des réponses et petit à petit vous aider à avancer, à vous faire... C'est vrai que là, on peut gagner des étapes. Moi, j'en fais gagner beaucoup des étapes. C'est-à-dire que c'est sans prétention en plus, ce qui ne me ressemble pas. C'est sans prétention quand j'ai des interlocuteurs qui viennent me voir. C'est juste que je leur dis toutes les conneries que j'ai pu faire. Ben voilà, celle-là, il ne faut pas la faire parce que c'est sûr, je l'ai faite déjà. Donc, passe pas par cette étape-là. Ça, déjà, évite de le faire. Et ça, si les anciens servent à quelque chose, c'est ça. C'est pas pour vous faire la leçon, vous raconter qu'on est extraordinaire et que nous, on a réussi et que vous, ça va être très dur. C'est juste de dire, ben voilà, nous, dans notre parcours, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que voilà, il y a des embûches. Les ressources humaines, les gens qui partent à la retraite, quand ils ont été chef d'entreprise, souvent ils vous disent ce que je vais lâcher le plus avec plaisir, c'est les ressources humaines. Parce qu'on est obligé de gérer nos problèmes et les problèmes des employés. Et donc ça veut dire que c'est exponentiel. Hein. Donc tout ça, c'est quelque chose où il faut aller voir les anciens, écouter, et surtout pas se faire écœurer par une version de quelqu'un qui est fatigué, qui en a marre. Voilà, vous avez votre âge, vous avez votre dynamisme, vous avez vos rêves, et il faut aller au bout. Mais c'est bien d'écouter les vieux aussi. Moi, je vais peut-être poser une question plutôt aux étudiants, puisque ici, en fait, on n'a que des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, j'imagine. Non ? D'accord. D'accord. Ok. Donc c'est vous les futurs entrepreneurs, c'est ça ? Les étudiants en quoi ? En langue étrangère appliquée, si je ne me trompe pas. Ok. Eh bien, pour ceux qui sont motivés, nous, on est là pour essayer de vous donner des conseils, etc. Pour ceux qui ne sont pas prédestinés comme ça à être entrepreneurs, gardez les yeux ouverts, parce que ça peut arriver demain.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée géniale. Vous pouvez faire, comme on disait, faire mieux que les autres ou le faire différemment. Donc, être entrepreneur, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être juste changer un petit bout de ce qu'en font les autres, puis ça peut faire la différence. Et on peut aussi être entrepreneur dans sa société, dans son entreprise, là où demain vous serez, parce que vous allez conduire des projets, vous allez peut-être faire évoluer la stratégie. C'est aussi ça, être entrepreneur. Et vous n'aurez peut-être pas la galère du RH à gérer. Donc, c'est tout bénef. Voilà. Et puis après, si moi j'ai un conseil à vous donner en règle générale, pour ceux qui sont entrepreneurs, pour ceux qui peut-être aimeraient l'être un jour, c'est de vous lancer, limite de vous dépêcher et d'échouer. C'est quelque chose que je disais à 2 étudiants dans une autre école. Il y a un point commun entre tous les gens, on va dire tous les milliardaires, ils ont un seul point commun. C'est pas qu'ils ont eu de l'argent quand ils étaient petits, etc. Ils ont tous échoué au moins une fois dans leur vie. Donc en fait, si votre rêve secret, c'est d'être super riche, dépêchez-vous d'échouer. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre le mieux. Donc c'est un peu paradoxal, puisque dans notre éducation, dans notre culture, on veut tout sauf échouer. On se prépare pour ne pas échouer. Mais souvent, si vous échouez pas, c'est que vous n'avez pas tenté grand-chose. Et être entrepreneur, c'est tenter un paquet de choses. Et ceux qui réussissent, ils font pas que du copier-coller. Donc voilà. Et faites-le à un petit niveau. Commencez pas par risquer votre patrimoine que vous n'avez pas ou des choses comme ça. Ça peut être investir votre temps, avoir une idée, essayez de la vendre, essayez de la mettre en place. Puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, parce que votre intelligence, ça va être de comprendre pourquoi ça a échoué et essayer de tirer une leçon qui vous servira pour après. Que vous soyez salarié, entrepreneur, peu importe. Mais si vous attendez que ça passe ou vous attendez qu'on vous dise quoi faire, ça risque d'être long et pas très passionnant. Donc, et moi, ce que je vous dis, le super moteur dans l'entrepreneur et dans le commercial aussi, puisque moi j'ai commencé comme commercial, c'est l'adrénaline. Donc pour ceux qui ont fait un peu de sport, l'adrénaline, ça devrait parler. Mais c'est ça, quoi. C'est réussir à convaincre quelqu'un, à vendre votre projet, à réussir votre idée. Je pense que toi, ce qui t'a fait tenir et pourquoi tu as fait beaucoup de projets aussi, parce que tu dois être beaucoup fier de toi aussi quand tu y es arrivé. En tout cas, là, je pense que tu dois être fier de toi quand même. Oui, aujourd'hui, oui. Parce que tu as quand même fait quelque chose de fort. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever, qu'on ne pourra pas vous donner et que vous ne pourrez pas acheter. C'est quelque chose qui va venir de vous-même en vous lançant. Donc, même quel que soit votre métier ou vos envies, si vous avez capacité ou l'opportunité de vous lancer dans quelque chose, faites-le. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions? Justement, j'en ai une, justement, parce que vous parlez, donc vous avez tous des métiers, tu as commencé directement, Fanny, mais vous aviez tous des métiers de base, on va dire, commercial, ingénieur, pharmacien. Qu'est-ce qui a fait finalement que vous avez basculé du côté de disant j'ai envie d'entreprendre, est-ce que c'était des opportunités? Est-ce que finalement vous vous étiez dit un jour, de toute façon, j'aurais envie d'être mon propre patron, d'être maître de ma destinée plus tard? Qu'est-ce qui a fait en fait que vous vous soyez pas forcément resté dans votre poste de base? Alors moi, tout petit déjà, je voulais un peu être comme papa, donc un peu être entrepreneur. Mais j'ai quitté aussi assez tôt la maison ou le pays pour faire moi-même en fait. Et en quittant l'école, c'était à l'époque, donc c'était il y a longtemps, puisque c'était à l'époque de la bulle Internet. J'ai pas commencé par un boulot salarié, j'ai commencé par créer une boîte avec un copain. Et on a échoué donc rapidement aussi, au bout de 6 mois, 1 an. J'avais gardé ça en tête. Et après, je m'étais dit que peut-être je m'étais lancé un peu trop tôt. Je ne connaissais pas assez de choses et que j'allais d'abord apprendre. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, moi j'ai fait une école de commerce. Et puis j'ai fait un master, etc. Parce que ce que je voulais, c'était être genre, je sais plus ce que c'était chef de projet ou diriger des business units, des trucs comme ça, diriger des commerciaux. Et comme après mon expérience, la conjoncture s'était retournée en France, pour trouver du travail c'était compliqué, j'ai fait exactement ce que je voulais pas faire au départ. Je me suis retrouvé à faire 2 ans d'intérim.
Je voulais pas faire intérim, on ne fait pas bac plus 5 pour être intérimaire. Mais quand j'ai fait l'intérim, j'ai été dans des secteurs d'activité qui n'avaient rien à voir avec ce que je voulais faire en plus au départ. Je me suis trouvé dans le luxe, dans l'audiovisuel, qui n'étaient pas du tout des secteurs qui m'attiraient. Je suis allé comme ça et j'ai appris beaucoup de choses. Après, j'ai été commercial pour vendre des photocopieurs. Autant vous dire que quand j'ai fait bac plus 5 en management, c'était pas une bonne idée de rêve d'être vendeur winner de fax ou de photocopieurs. Mais ça m'a changé ma vie parce que ça m'a appris à vendre. Et c'est quand même vachement utile de savoir convaincre les gens. Et je me suis dit, un jour, je vois l'opportunité. Je vais trouver une idée ou un contexte. Et puis, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis venu en Calédonie. Parce que je savais qu'ici, c'était une terre d'entrepreneurs. J'avais des copains qui étaient là. Et je me suis dit, ici, je vais trouver une idée. D'ailleurs, je suis venu avec une idée pour monter une société qui n'a pas marché. Ça ne m'a pas découragé non plus. Et après, j'ai eu la chance d'être dans un groupe où je me suis dit, tiens, ici il y a une opportunité, il y a une culture d'entreprise qui fait que les salariés, quand ils font leurs preuves, on les monte en compétences, ils deviennent des directeurs. Et je me suis dit, je peux aussi être chef d'entreprise sans créer ma société. Et du coup, je me retrouve bien là où je suis, c'est que j'ai peut-être pas créé ma société, mais j'en dirige une où c'est moi le patron et j'arrive à impacter les gens, j'arrive à faire à peu près ce que je veux, même si j'ai des actionnaires. Et du coup, voilà, la voie royale, c'est pas forcément créer une start-up et puis tout faire tout seul. Ça peut être aussi faire ses preuves et gagner la confiance des gens pour être chef d'entreprise. Voilà. C'est quoi la question déjà? Ah oui. Alors c'est une bonne question me concernant parce qu'en tant qu'ingénieur, voilà, on n'est vraiment pas formaté pour créer une entreprise, mais pour la diriger dans des groupes importants. Et moi en plus familialement, mon père était aussi ingénieur dans une grosse boîte, donc en fait j'avais aucune prédilection, enfin prédominance, je sais pas comment on dit, pour être entrepreneur. Et j'avouerais que c'était même pas en ligne de mire, c'est-à-dire que quand j'ai quitté Endel, voilà, je me suis dit je vais prendre un peu de repos. Puis là, j'ai croisé un ami là, qui m'a proposé cette fameuse machine révolutionnaire. Et il m'a dit, tiens, on va l'utiliser, et puis voilà, ça va être génial. Voilà. Mais alors, puisqu'il faut utiliser une machine, il faut créer une société. Puis pour créer une société, alors, et puis petit à petit, j'ai entrepris, mais c'était franchement pas le plan à la base, quoi. Enfin, j'avais pas envie d'être entrepreneur à tout prix. D'ailleurs, c'est pas une finalité en soi, hein. Il y en a qui s'éclatent très bien sans être entrepreneur. Et moi, je pense qu'il vaut mieux faire quelque chose qu'on aime bien à fond plutôt que de vouloir s'imposer des objectifs qui sont difficiles parfois à tenir, parce que c'est pas une sinécure, l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est pas une fin en soi non plus. Et en l'occurrence, moi, voilà, je suis tombé dedans un peu par hasard. Et une fois qu'on est dedans, quoi. Après, on est un peu pris au piège, on va dire, parce que une fois qu'on a lancé, on peut pas lâcher, ou alors sinon, ça sert à rien, quoi. Et c'est là où on découvre que finalement, c'est intéressant. Il y a une côté challenge, il y a côté adrénaline, c'était sympa, c'est vrai que c'est une bonne image. Et on se prend vite au jeu. Et puis on a surtout envie de réussir, et puis d'améliorer, et puis de prouver que ça va marcher. Et on y va, quoi. Et petit à petit, on rentre à fond là-dedans. Alors c'est sûr qu'entre-temps, on peut démissionner plein de fois, mais voilà, on finit par y arriver. En tous les cas, c'est comme ça que ça m'est tombé dessus, un peu par hasard, et c'était pas du tout un projet à la base. J'étais pas vraiment formé, ça c'est sûr. J'étais pas du tout formé pour être entrepreneur, mais prouve qu'on peut y arriver si on se donne les moyens. Voilà. J'espère que j'ai pas cassé le mythe. Non, je vais revenir sur ce qui a été dit par Mehdi tout à l'heure. C'est qu'effectivement, c'est aussi, il y a dans les motivations, c'est aussi faire ce qu'on veut faire. Quand on est salarié, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors, quand on est patron non plus, mais quand même, on décide un peu plus si on va à droite ou à gauche. Donc ça fait partie des choses. Moi, personnellement, j'ai commencé dans l'industrie, je me suis rendu compte à quel point la hiérarchie me pesait.
notamment quand elle était mal exercée. Donc, moi, je trouvais qu'elle était mal exercée, à mon encontre en tout cas. Mais donc, du coup, je me suis dit, si je veux sortir de ça, il faut que je fasse moi-même, que je prenne mes décisions. Après, mes erreurs, je me les mange. Mais en tout cas, je veux sortir de cette chose-là où je suis purement salarié. Il n'y a aucune honte à être salarié. On peut être un très très bon salarié, on peut être un chef d'entreprise et être avec des actionnaires qui regardent de près ce que vous faites et qui vous regardent tous les ans, où il y a un conseil d'administration, des choses comme ça. Mais voilà, avant d'en arriver à ce niveau-là, je veux revenir sur le fait que j'ai entendu que vous étiez en LEA, c'est ça? La plupart? Vous êtes en quelle année? Première année, d'accord. Donc vous avez une idée de ce que sont vos études. En sortant du bac, vous trouvez certainement que c'est difficile. Parce que c'est toujours difficile les études. Moi j'étais un étudiant type à essayer d'avoir 10 et à pas me cailler le lait pour avoir 11 ou 12. J'avais ce profil-là qui est plutôt un profil limite à l'université. C'est pas forcément ça qui est très porteur. Ça m'a pas empêché d'avancer. Et LEA, de façon paradoxale, moi, il y a eu un moment où je me suis inscrit à LEA parce que j'avais besoin d'une inscription en fac. J'ai fait pharmacie et après Sciences Po. Donc, à ce moment-là, j'ai fait LEA et je suis resté quelques mois à faire LEA. Et j'ai été vraiment impressionné par les outils que vous avez pour apprendre les langues étrangères. C'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte en étant étudiant, parce que pour le coup, je voyais bien que ceux qui étaient avec moi comme étudiants, moi j'avais 27 ans, donc j'avais le recul de mon âge et des études que j'avais fait avant, c'est que vous avez vraiment des super outils pour faire ça. Première chose, j'imagine que c'est la même chose ici, j'en suis certain. Et après, il y a une deuxième chose, c'est que vous faites LEA. C'est peut-être pas le moment d'avoir ça en tête parce que vous êtes en première année, mais LEA, c'est quelque chose qui est assez étroit. Comme toutes les études, hein, ça amène à certaines compétences. Et après, il faut réfléchir à quand je serai en deuxième, troisième année. Mais il faut y réfléchir assez tôt. Est-ce que je ne peux pas compléter par peut-être des ressources humaines, peut-être par du droit, quelque chose qui fait que... Et je vais revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est que c'est à ce moment-là qu'on s'ouvre l'esprit. Parce que si vous restez que dans la branche LEA, il y aura peu d'élus pour arriver vraiment jusqu'en haut, c'est-à-dire être traducteur pour une boîte et des trucs comme ça. C'est tout à fait votre cursus. Hein. Mais il y a peut-être aussi ceux qui vont se donner les moyens d'aller faire un peu de droit, un peu de ressources humaines, un peu de communication, parce que je suis persuadé qu'il y a des modules à certains moments qui vous sont offerts, enfin qui vous sont proposés. Et c'est à ce moment-là que vous allez percuter, vous allez dire « Ah mais oui, mais c'est ça qui m'intéresse en fait ». Donc je parle très très bien anglais, je suis capable, ou une autre langue, ou plusieurs autres langues, je suis capable de traduire, je suis capable de travailler à l'étranger du coup, mais en même temps, je me suis ouvert et ma compétence en droit ou en autre chose va me permettre d'avoir ce qu'on appelle la double compétence, qui est très très recherchée quand tu as donné ton cursus. C'est vraiment très recherché ça. Il faut faire vos études, mais avec derrière la tête de dire je vais essayer de faire un deuxième truc, mais qui soit bien décalé. Parce que tant qu'on reste sur les mêmes études, on est dans la sélection de tout. Enfin, il va falloir être le meilleur de LEA. C'est plus compliqué que d'être le meilleur de ceux qui ont fait 2 études. Ben voilà, c'est juste que vous y réfléchissiez parce que vous êtes à l'âge où ça viendra rapidement. Et les études, ça va très vite. Hein. On a l'impression que c'est long parce que les examens, la révision et tout ça. Mais vous allez très rapidement être en 2e, 3e année. Et là, vous allez vous dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et il faudra y avoir pensé un peu avant. Merci. À mon tour, j'ai une question à l'attention de Marine et de Fanny. Vous avez relevé un défi. Comment avez-vous concilié vos études et la création de votre entreprise? Je vais commencer par Marine. Bonjour. Donc moi je suis arrivée un peu en retard. Je m'excuse, j'étais en contrôle continu. Je suis en train de monter ma boîte de pâtisserie en vrac sur le territoire, adaptée à tous les régimes alimentaires et à tout le monde en général. Je dois avouer que moi, je suis encore sur la création, donc ça devrait se finaliser fin du mois, début année prochaine. C'est une grosse tranche, mais c'est pour vraiment faire toutes les démarches nécessaires. Et en ce moment, je dois avouer que j'ai un planning assez chargé par rapport à tout ce qui va être études et la création de mon entreprise. Mais honnêtement, je prends pas ça comme un défi à relever parce que je fais ce que j'aime, donc j'arrive toujours à m'organiser comme je peux pour faire un entre-deux. Et moi, du coup, en fait, pendant 6 mois, donc j'ai fait les deux. Ça, c'était à partir de l'ouverture. Et avant, j'ai eu au moins 6 mois encore où on était dans toute la phase de travaux, montage de projet. En plus, avec la fin de Pépite, le prix Pépite, etc. Donc, c'était assez compliqué à gérer. Après, j'avais des journées où je me levais à 5 h du matin. J'allais bosser. Je revenais à 8 h à l'EGC.
à 15h, je repartais bosser jusqu'à 22h. Enfin, pendant 6 mois, ça a été ça. C'était pas facile, mais c'était faisable. Et puis j'avais surtout la fin de l'échéance, la fin de mes cours, pour me dédier complètement à ça. Donc c'était assez gérable. Après, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'avoir à côté un train de vie hyper sain. Au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, j'essayais toujours d'avoir un rythme de vie sain qui a réussi à compenser l'investissement intellectuel et physique dans ce que je faisais. Et puis voilà, après, c'est vrai que à la en juin, là, quand j'ai arrêté, quand j'ai fini le GC, j'ai eu vraiment un moment où ça a été un gros, je pense, contre-coup d'avoir eu cette grosse période de stress, plus les examens, plus. Voilà, c'était beaucoup, mais c'est faisable, hein, franchement. C'est faisable tant qu'on tient le coup. Je pense que c'est plus psychologiquement qu'autre chose, voilà. Merci Fanny. Alors moi j'avais une autre question justement, est-ce qu'il n'y a pas des désillusions finalement de passer en chef d'entreprise? Vous parliez souvent des ressources humaines qui ne sont pas évidentes à gérer. Alors comment on devient finalement manager? Comment on se retrouve à gérer des équipes? Mehdi, tu disais que tu es passé, c'était tes collègues et après il a fallu des fois leur annoncer pas forcément des bonnes nouvelles ou prendre une autre posture par rapport à eux. Est-ce que vous êtes fait accompagner sur ça? Est-ce qu'on apprend sur le tas? Comment ça s'est passé? Alors, je ne me suis pas du tout fait accompagner. Et c'est peut-être en tort. Moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant longtemps. Parce que y a une partie de moi qui savait que je méritais d'être le nouveau patron et plus collègue. Parce que c'est ce que j'avais fait. J'avais l'avantage de me dire que je n'avais pas pris le poste avec un autre de mes collègues parce que personne n'en voulait. Et j'avais quand même l'appui de mes actionnaires qui sont en France. Hein, donc je les voyais même pas une fois par an, mais par mail ou par visio. Mais bon, c'était quand même compliqué. Et j'avais beaucoup pris sur moi, ce qui fait que moi, cette société, j'ai toujours fait comme si c'était la mienne, alors que je suis salarié, mais je me suis toujours comporté comme si c'était la mienne. Et ça se voit, donc les actionnaires me l'ont bien rendu aussi. Mais en fait, moi, quand j'ai quitté la France, dans une société, une grosse société où je pouvais évoluer comme manager, j'ai refusé parce que ça voulait dire dupliquer le modèle RH des nouveaux qui allaient arriver. Et moi, en tant que commercial dans cette boîte-là, je ne supportais pas comment j'étais managé et je ne me voyais pas le faire aux autres, quoi. Et du coup, c'est aussi ça, être chef d'entreprise. C'est notre liberté quand même de pouvoir mettre en place la politique sociale qu'on veut, dont on a les moyens, bien sûr. Et moi, le principe, c'est que j'essaye de traiter mes salariés comme j'aurais voulu qu'on me traite, tout simplement. Et puis, alors après, moi, je fais foncièrement confiance aux gens. Et je leur dis toujours ça en entretien, d'ailleurs. Je leur dis, moi, je fais confiance par défaut. Mais la confiance n'empêche pas le contrôle. Au contraire, ça le renforce. Donc, je vous fais confiance. Je vais vous contrôler. Ne le prenez pas mal. Parce qu'à chaque fois que je vais vous contrôler et que ça va bien se passer, j'ai encore plus confiance en vous. Et je termine aussi en disant que s'ils trahissent ma confiance, je serai sans pitié. Comme ça, c'est clair. Voilà. Donc, bon, je ne suis pas aussi cash que ça au quotidien. Mais voilà. Et puis, peut-être que aussi j'ai un mode de management plus cool que ce qu'on apprend dans les livres. Par exemple, alors, moi, je suis dans un secteur, je suis plus dans le service ou le commercial. Je serais dans l'industrie, je pourrais peut-être pas faire ça. Mais concrètement, un salarié a besoin de partir à 9h30 parce qu'il faut voir le professeur, il faut aller voir un médecin, etc. J'ai jamais dit non. Ok, tu quittes ton poste à 9h, du moment où il y a toujours quelqu'un pour faire le backup pendant le moment où elle n'est pas là. Voilà, moi je dis souvent aux gens, c'est encore dans mon entreprise, hein, je ne les paye pas à l'heure. Je ne les paye pas à l'heure, je les paye pour remplir une fonction, ou atteindre un objectif. Alors si les commerciales, c'est simple, c'est les chiffres d'affaires qu'on va noter. Donc s'il réalise le chiffre d'affaires de chez lui, du bureau ou de sa voiture, quelque part, peu importe. Du moment où il respecte je sais pas, l'image de la société, etc. Pour le magasinier, c'est plus compliqué, parce que moi, je veux qu'il soit là à certaines heures.
Maintenant, si il doit quelque chose de perso à faire qui est important pour lui pendant 2 heures, ben, je préfère que moi ou un autre de mes collègues, on va le remplacer pendant 2 heures, mais que lui, eh ben, il se sente épaulé, que quand il revient, il est focus sur son travail, parce que les gens qui sont déconcentrés, parce qu'ils sont stressés par autre chose, ben, ils ne sont pas efficaces. Donc moi, j'ai toujours privilégié l'efficacité à l'heure. Et puis, en général, les gens me le rendent bien, parce que du coup, ben, ils s'investissent et ben, ils ne comptent pas leurs heures non plus. Et moi, je déteste en fait quand je vois quelqu'un qui part à 17h00. Bah, je me dis en fait, il est là pourquoi quoi. Parce que soit il fait à chaque fois 17h00, alors soit il est ultra bien organisé, ça c'est parce qu'en fait, bah, je sais pas, il s'ennuie quoi. Il s'ennuie, dès qu'il peut, il part. Bon, bah, moi c'est pas comme ça. Moi j'ai envie que les gens ils s'éclatent dans ma société, qu'ils aiment ce qu'ils font. Et s'il part à écart ou s'il a besoin de partir à moins le quart parce qu'il y a ci, il y a ça, là-dessus j'ai toujours été cool. Après voilà, j'ai dit ça, la confiance n'empêche pas le contrôle. Et honnêtement, pour l'instant, bah, ça marche bien. J'ai une équipe vraiment soudée. Et même les gens qui ont quitté la société, la plupart, ça s'est bien passé. Parce que on avait le même constat. Et le plus dur, je pense que c'est ça, c'est d'avoir le même constat. Alors, quand c'est un constat d'échec, c'est encore plus dur. Mais voilà, moi j'ai toujours différencié la personne de la fonction. Donc je peux avoir confiance dans la personne, mais constater que bah, ça le fait plus quoi. C'est pas pour ça que je l'aime plus, que je pense que c'est une mauvaise personne. Et factuellement, bah voilà, ça le fait plus quoi. Donc, mais bon, c'est vraiment pas évident. Évidemment, j'apprends tous les jours. C'est le genre d'échec, je pense, qui me fait le plus mal. C'est les quelques fois où ça s'est pas bien passé avec les salariés. Parce que peut-être que dans une PME comme la mienne, j'ai encore un peu trop d'affect avec ça. Mais je pense que c'est aussi une de mes valeurs ajoutées de traiter les gens comme ça. Donc, voilà. Je prends le plus et le moins, quoi. Voilà. Sur les RH, c'est souvent binaire. C'est où on est dans des très grandes entreprises où là, il y a des spécialistes des RH qui s'occupent de ça et qui sont donc diplômés, expérimentés. C'est un vrai métier. C'est un métier où vos études, d'ailleurs, peuvent si vous revenez vers la sociologie à un moment, ça peut vous y amener. Mais dans les PME, pour le coup, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que c'est très empirique. Donc, les ressources humaines, on les fait, on se fait peut-être trop rarement conseiller, former. C'est un tort, parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses à faire et finalement, on fait ça au feeling, en père de famille quasiment, et c'est bien fait ou mal fait. Voilà, donc là, ça tombe, c'est un peu une loterie. Quand on est employé dans une PME, c'est qu'on tombe sur un patron qui le fait bien parce qu'il est bien dans ses baskets et que sa société, ça fonctionne. Ou alors, pour la même personne, on peut se retrouver avec le patron en difficulté parce que la société a des difficultés. Et là, les rapports se tendent. Donc effectivement, c'est quelque chose qui demanderait plus une intervention extérieure pour formation. Ça, c'est certain. Moi, en premier, je dirais, je me mets là-dedans parce qu'on a effectivement... c'est très empirique, notre façon de faire. On espère bien faire. Oui, puis il y a un point important aussi, ça dépend aussi de la population que vous avez à gérer. Si vous gérez pas, si vous êtes directeur d'un bureau d'études, vous ne gérez pas un groupe d'ingénieurs comme vous gérez un groupe d'employés. Moi, en l'occurrence, chez Ecoblast, nous, on a des employés de niveau 1. Et c'est parfois compliqué parce qu'il faut se mettre à leur portée, il faut essayer de gérer avec leurs conditions. Moi, j'ai fait un peu pareil, sauf que j'accorde ma confiance assez rapidement. Sauf qu'il y a beaucoup d'employés qui en abusent de cette confiance. Et là, c'est le drame parce qu'on s'en aperçoit toujours trop tard. Et quand le mal est fait, il est fait, quoi. Donc, c'est pas tout blanc, pas tout noir. Les gens sont pas tous... c'est pas le patron qui est méchant et les employés gentils. Enfin, il y en a dans tous les camps. Et c'est là où on peut y avoir de sacrés clashs, quoi. En tous les cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu beaucoup d'employés qui ont abusé de ma gentillesse, on va dire. Donc, ok, je l'ai appris mes dépens. Maintenant, la parade que j'ai à ça, puisqu'on apprend de ses erreurs, c'est de mettre des règles, de cadrer, d'être hyper rigoureux sur les processus. Enfin voilà, tout. Il faut vraiment. C'est comme l'éducation d'un enfant en fait. Il faut hyper cadrer si on veut que ça se passe bien, parce que l'enfant,
cherchera toujours à sortir du cadre. C'est son rôle, son but. C'est pour ça que les parents ils sont à bout, parce qu'on met toujours dans le cadre. Et ben nous, c'est pareil. Nous, moi, au début, j'avais pas de cadre, et du coup, c'était waouh, le why total. Et puis, j'ai vu que plus je mettais du cadre, et plus ça se passait mieux. Mais même pour eux, en fait. Parce qu'ils voient que y a des règles, il faut les respecter. Et quand on sort des règles, c'est normal qu'on soit réprimandé. On ne pose pas de questions. Parce qu'avant, s'il n'y a pas de règles et qu'on dit « Ah ouais, mais là, c'est pas bien ce que tu fais. Ouais, tu m'as pas dit que c'était pas bien. Ouais, mais du coup, ouais, là, tu m'en veux, mais pas à lui. » Enfin bref, après, on part dans des délires. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, d'un point de vue RH, qui est la partie, pour moi, la plus compliquée, cadrez, soyez rigoureux, faites-vous accompagner, bénéficiez des expériences des gens qui vous aident, et ça se passera bien. Parce qu'une fois que tout est en place, après, ça roule, quoi. C'est vrai que du coup, moi, j'ai le cas où je suis la plus jeune de mon équipe. Donc c'est pas toujours facile. Après, c'est vrai qu'on est accompagné et très bien accompagné. Et ça, franchement, je conseille à tous, si vous pouvez vous le permettre quand vous vous lancez, d'être accompagné. Je pense que le plus important, c'est d'être juste et d'être équitable. C'est-à-dire que il y a des règles et quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre, on va dire, que ce soit un responsable ou un commis, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et on sanctionne de la même manière tout le monde. Et du coup, pour moi, c'est ça le secret. Après, je pense qu'il faut vraiment inclure l'équipe dans les décisions. Enfin, dans les décisions, non, mais dans la vie, on va dire, de l'entreprise. Il faut se réunir régulièrement. Nous, on le fait une fois par semaine où on débrief. Il faut prendre en compte le personnel de chacun, les sentiments, les ressentis de chacun, et inclure en fait l'équipe dans toute la stratégie, parce que comme je leur ai dit, c'est leur lieu de travail, c'est leur lieu de vie. C'est eux qui font vivre au quotidien cet endroit, donc c'est à eux aussi de s'impliquer et de prendre, de contribuer du moins aux décisions stratégiques. Et après, ouais, je pense que le plus important pour avoir une équipe aussi, c'est d'être sur le terrain et de leur montrer que, en fait, qu'ils soient là ou pas, nous on sait faire. On sait faire la plonge, on sait faire la cuisine, on sait faire le service, et on sait tout faire en fait. Et du coup, on gagne beaucoup de crédibilité auprès des personnes qu'on a sous notre aile. Et du coup, c'est ça, c'est de montrer qu'en fait, on n'a pas peur de faire ce qu'ils font. Et du coup, en fait, on connaît parfaitement le modèle, on connaît nos failles, on connaît là où ça fonctionne. Et c'est pour ça que du coup, au tout début, j'ai fait 2 mois, comme j'étais en vacances, j'avais pas cours, j'ai fait 2 mois, 1 mois et demi, à un poste à plein temps sur le terrain, pour me rendre compte en fait des failles de mes process et de là où ça fonctionnait, et du coup de tout, de faire des changements et d'ajuster quand si nécessaire, quoi. Voilà. Merci. Alors, j'en ai encore une. Est-ce que, du coup, c'est l'idée que vous faisiez d'être chef d'entreprise, entrepreneur? Est-ce que c'est, par rapport à toutes les tâches que vous avez aujourd'hui à gérer et les choses à mettre en place, est-ce que c'est l'idée que vous en faisiez ou pas du tout? Pour moi, j'avais pas d'idée parce que je l'avais jamais fait, et je me faisais pas vraiment d'idée, dans le sens où j'avais pas le temps de m'imaginer, de me faire une idée, dans le sens où j'étais à fond, et du coup, je suis un peu... j'avais pas d'idée préconçue, donc voilà. Moi, j'avais une expérience familiale dans l'entrepreneuriat. Du coup, ça se passe un peu comme j'ai vu dans la famille. Donc, je ne suis pas surpris. Voilà, j'ai pas trop découvert. Non, mais je découvre de mon expérience, mais voilà, l'idée que je m'en faisais et mon activité aujourd'hui, c'est assez proche.
C'est la même chose, j'avais pas vraiment d'idée de ce que ça pouvait être. Après, on reste surpris presque quotidiennement par certaines choses. Notamment, je reviens sur les ressources humaines, sur l'importance de... Tu viens de dire qu'il doit y avoir une exemplarité, c'est clair. Des phrases anodines qui nous paraissent anodines ne sont pas du tout anodines pour un employé. Ça peut marquer pendant des mois, voire des années. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait. Effectivement, bien comprendre le métier des gens qu'on fait travailler pour ne pas être à l'envers dans la façon de leur parler. Parce que ça, c'est quelque chose qui me surprend encore aujourd'hui. Je crois que jusqu'au bout, je serais surpris par l'importance de la communication dans une entreprise. Bien, moi, c'est pareil que Fanny. Là, j'avais pas trop d'idée de ce que c'était l'entrepreneuriat. Là, comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Donc après, ça m'a pas surpris. En revanche, ouais, avec l'expérience, c'est vraiment sympa. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est d'être son propre capitaine de bateau. Hein. L'entreprise, c'est comme un bateau, et puis on va où on veut. Bah, bien sûr, avec l'avis de l'équipage, c'est important. Si le capitaine il veut aller à droite et puis que tout le monde veut aller à gauche, ça colle pas. Mais en tous les cas, c'est bien d'être à la barre de quelque chose qui est autonome. Il faut savoir qu'une entreprise, c'est une raison sociale. Hein. C'est comme un enfant. Enfin, je veux dire, il a des droits, il a des devoirs. Et nous, en tant que gérant, chef d'entreprise, on a pour obligation de faire en sorte que cette petite entité aille bien, respecte les règles, progresse bien. Enfin voilà. On a parlé de RH, mais on n'a pas parlé de sécurité. C'est vraiment très important. Moi, j'ai une activité qui est hyper confrontée au risque donc bruit, enfin, vous voyez, risque HSE. Même environnementaux, hein, parce qu'on utilise énormément de produits chimiques, hyper polluants, cancérigènes, tout ce que vous voulez. On fait du bruit, de la poussière, enfin bref, la totale. Moi, j'ai choisi le top de l'activité. Là. Et ça, c'est en plus, j'ai rajouté à ça la partie travaux sur toiture, histoire que rajouter un petit peu encore de piment dans ma vie. C'est-à-dire que moi, j'ai des employés qui, tous les jours, sont sur des toitures donc en situation dangereuse. Et là, c'est un aspect assez compliqué à gérer, à mettre en place. Et tout ça fait que voilà, il faut être hyper rigoureux dans tout ce qu'on fait. Voilà. Merci. J'aurais encore une question pour vous. Donc, vous êtes entrepreneur. Comment gérez-vous votre emploi du temps au jour le jour? Vous le planifiez sur une semaine, sur plusieurs semaines? Parce que ça aussi, ça fait partie de l'organisation et des obligations auxquelles vous devez répondre. Donc, quelle est une journée type pour vous? Bah mince, alors c'est moi qui ai le micro. Oui, après, vous allez Donc passer le micro. Oui, je vais le passer. En ce qui me concerne, non, franchement. Alors, voilà, je vais vous montrer mon petit secret, comme ça, hein, pour vite. Voilà, ça, c'est mon truc à moi pour essayer de gérer mes journées. Donc, je note tout. Comme j'ai pas une bonne mémoire, en fait, c'est pas que j'ai une mauvaise mémoire, mais c'est que il en arrive tellement des mails, etc., que. Alors, je me fais. Ah, ouais, c'est important, ça aussi. Il faut se faire aider. Il y a pas mal d'outils maintenant modernes. Hein, Outlook, les agendas partagés, tout ça. Donc, je vous invite à vraiment. Moi, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je suis pris un peu tard. Mais c'est vraiment pas mal. Maintenant, rien remplace, en ce qui me concerne, la base. C'est-à-dire qu'un petit agenda bien rempli. Et voilà, j'essaie de rien oublier. J'en oublie encore. Parce que vraiment, on est hyper sollicité. Il faut savoir déléguer aussi, ça c'est important, parce que si on délègue pas assez, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on doit faire. Donc la délégation, c'est encore un autre sujet très important. Et après, comment gérer au mieux, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Essayer de ne pas trop télescoper les rendez-vous déjà. Et puis, voilà, moi, mes journées commencent à 6h et elles se terminent à 22h. Mais c'est parce que je le veux bien, attention. Hein. Attention. En journée, c'est Ecoblast, voilà. Et puis un peu plus tard, le soir, c'est Ibiza. Voilà. Après, ma femme me dit, mais comment tu fais pour... Là, tu rentres du boulot et là, tu sors l'ordi et tu te mets à ton truc. J'ai dit, non, mais là, à partir de là, je me fais plaisir. Donc les heures, elles comptent plus. Vous voyez? Et c'est ça, ça, c'est magique. Ça, c'est la côté magique. C'est-à-dire que vous faites un truc, vous voyez pas le temps passer. D'ailleurs,
Là, je suis obligé de me dire, punaise, il est déjà 11h, il faut que j'aille au lit, parce que sinon demain, je vais être cassé. Et quand on arrive là, c'est sympa. Donc voilà. Allez. Merci. Bon, je vais être un peu provocateur, je vais dire du sport le plus souvent possible. Mais oui, effectivement, ça se joue sur plusieurs semaines. Moi, personnellement, je fais un cheval un peu avec la métropole, donc du coup, j'ai pas mal de réunions le soir qui se font en visio. Mais il faut prévoir. Il faut prévoir et effectivement, c'est en tout cas, je pense que dans nos cas respectifs, c'est avoir alors un cahier, je pense qu'on est à peu près du même âge, ou un téléphone, ou quelque chose où on met une liste, mais on a des choses à faire. Et souvent, on se met 50 choses à faire dans la journée. Il y en a 20 nouvelles qui arrivent et on n'en a fait que 30 à la fin de la journée. Donc, du coup, tout ça, cette liste-là, elle se repousse. Enfin, pour mon cas, ça procrastine un peu. Mais voilà, on est quand même obligé d'avoir des choses où on ne peut pas passer certaines dates sans avoir fait certaines choses. Ne serait-ce que juridiquement pour les sociétés où il y a des moments, c'est du bilan, c'est de la déclaration fiscale, des choses comme ça. Donc oui, on est obligé de prévoir souvent 15 jours, 3 semaines à l'avance ces rendez-vous pour que ça se passe bien. Alors moi, je vais être honnête avec vous, c'est carrément le challenge de ma vie. L'organisation du temps de travail. Je suis une catastrophe. C'est-à-dire que moi, je vois pas plus d'une semaine. Alors bien sûr, outre tout ce qui est l'aspect évidemment légal, les échéances. Alors moi, je délègue beaucoup de choses, puisqu'on a un cabinet comptable, j'ai aussi des services au siège en France qui m'obligent à faire des choses en temps et en heure. J'ai des reportings quotidiens, donc j'ai beaucoup de choses obligatoires à faire dans la journée ou dans la semaine. Mais mon emploi du temps, c'est une catastrophe. J'ai des outils modernes, j'ai tout, hein, les reminders, Outlook, nouvelles applis. J'ai une to-do list, c'est à la fois un outil et un cauchemar. Donc je me mets les urgents, pas importants, là les rouges, les bleus, les verts, je fais tout. Mais bon voilà, je procrastine un peu aussi des fois. C'est chaud. Et puis en fait, ouais, c'est peut-être aussi dû à mon tempérament où il y a toujours une urgence qui arrive et que je priorise. Voilà, souvent entre le matin, ce que j'ai décidé et le soir, ce que j'ai accompli, ouais, il y a un bon 50% qui n'est pas arrivé. Donc voilà, après sur mes heures de travail, là aussi j'essaye de mettre le haut là, mais pendant, on va dire ces 10 dernières années, mon rythme de travail, c'était plutôt... alors je me lève tôt parce que j'ai des enfants, voilà, donc j'ai pas le choix, je les amène à l'école, donc vers 7h, 7h30, et je suis plutôt du genre à me coucher vers 2-3 heures du matin, parce que je bosse aussi beaucoup avec la France. Et puis peut-être aussi c'est une sorte de reproduction de mon père que j'ai toujours vu bosser beaucoup. Peut-être que j'ai intériorisé que c'est comme ça qu'il fallait faire. Voilà, c'est un très mauvais exemple. Mais voilà. Après, il y a aussi moi comment je me suis développé, la promesse que j'ai faite à mes clients. Je parlais d'efficacité. En gros, mes clients, moi, ils vont acheter en France ou dans d'autres pays. Donc eux, ils passent du temps aussi en administratif, le soir, etc. Si, comme moi, un client, en général, quand vous êtes en Calédonie, vous posez une question à quelqu'un à 17h, le lendemain matin, vous avez la réponse, vous avez demandé des précisions, du coup, vous le répondez, vous attendez encore 24 heures d'avoir l'échange, etc. Donc, tout peut prendre 3 jours. Moi, l'avantage, c'est que mon client, il va me poser une question à 17h, à 18h30, j'ai les achats, il m'a fait 2-3 retours, à 22h, j'ai pu encore peut-être l'avoir pour avoir des précisions. Et mon client, quand il se réveille à 8h du matin, il a la réponse, même si ça nécessitait 4 allers-retours avec les différents fournisseurs. Et c'est une partie de la valeur ajoutée que je vends. Donc ça aussi, je pense, c'est une très mauvaise habitude. Il faudrait que je trouve d'autres façons de faire. Mais voilà, et je pense qu'en étoffant l'équipe, je vais pouvoir récupérer un peu de temps pour moi. Parce que le problème aussi de ce genre de fonctionnement, c'est que ça empiète sur la vie privée et la vie familiale. C'est un gros écueil que peuvent rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, absorbés par la passion ou dans le stress des résultats qu'il faut avoir. Ça peut être vite ultra chronophage. Alors, tant que ça reste du plaisir, c'est bien. Mais voilà, moi, ce que je dis souvent, pour justifier dans ma famille mes heures de travail, c'est que quand ils ont besoin de moi, je suis là. Quand de 18 à 21h,
quand il faut faire les devoirs ou être à la table, etc., j'essaye d'être déconnecté. Et puis, quand tout le monde est au lit à 22h, je prends de temps à personne. Et si moi j'ai envie de bosser, je le fais. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu disproportionné pour l'instant. Pour l'instant, je tiens le coup. L'adrénaline, l'adrénaline, ça fait beaucoup de choses. Ça fait pas dormir beaucoup. J'ai la chance aussi de pouvoir dormir 4-5 heures et puis d'être plutôt en forme après. Mais voilà, après, il ne faut pas trop tirer sur la machine aussi, je pense. Il va falloir que je fasse gaffe, un peu plus de sport. Mais voilà, si je pense que voilà, pour moi, en tant que chef d'entreprise, la gestion de mon temps, c'est clairement là où il faut que je m'améliore le plus. Donc voilà, si vous avez des bonnes habitudes dès le départ, gardez-les. Merci. Et moi, personnellement, j'essaye d'aller à l'urgence, je pense, comme nous tous. Après, c'est vrai qu'on prévoit 1 semaine à 2 semaines à l'avance. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un gros problème, c'est sur les réunions. Et j'essaye de limiter un maximum les rendez-vous qui n'ont pas forcément d'objectif. Un conseil, c'est d'établir un ordre du jour et de le respecter et de constater que si cet ordre du jour, il n'y a pas forcément un sens au rendez-vous, c'est de l'éviter parce que ça prend beaucoup de temps. On se déplace souvent et du coup, éviter les déplacements et éviter les pertes de temps, c'est quand même assez important. Et autre chose, je voulais dire aussi revenir sur l'efficacité au niveau des réponses. Pour travailler un peu avec la Chine, c'est vrai qu'ils ont un avantage concurrentiel que j'avais pas vu avant. C'est qu'en fait, on les contacte par mail à 9h du matin. Donc, c'est la nuit chez eux. À 9h30, ils t'ont ajouté sur WhatsApp et ils t'ont envoyé 2 messages en te donnant déjà des axes. Et à 10h, tu as ta réponse sur t'as ton devis ou t'as ta réponse sur ce que tu avais demandé. Et ça, c'est quelque chose qu'ici, qui nous prend entre 10 et 15 jours par mail et à attendre des jours. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on arrive à développer aujourd'hui ici en Calédonie au niveau de la chaîne d'approvisionnement surtout. Voilà. Et Merci, qui fait gagner Fanny. du temps. Merci Fanny. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui. Alors, je sais pas du coup si je suis le mieux placé pour répondre, parce que moi je dirais non. Voilà, j'ai une bonne activité sociale, j'ai pas mal d'amis, je suis pas du tout un asset du. Alors, c'est sûr que ce que je vous ai dit, on dirait que le mec il fait que bosser, mais je vous promets, je fais beaucoup de choses, je m'éclate bien aussi. C'est juste que peut-être je suis un peu dans une génération où j'essaie de tout faire en même temps. Et à la fois des trucs pro, perso, de prendre du plaisir, travailler. Du coup, moi, je le sens bien. Je pense que ma femme vous dirait peut-être pas exactement la même chose, que je travaille trop, etc. Mais en tout cas, par exemple, pour les équilibres, il y a quand même des choses à avoir en tête. Moi, j'estime quand même que le plus important dans ma vie, c'est mes enfants. Et que voilà, je m'en occupe tous les matins, c'est moi qui leur fais les devoirs, je suis capable de prendre du temps pour eux. Je suis capable, comme je suis mon propre patron, de peut-être décaler mon emploi du temps pour la vie de famille. S'il y a un truc important à faire ou à gérer, je vais le faire. Ce sera toujours la priorité. Parce que je peux le compenser, parce que je vais travailler peut-être le soir ou une partie de la nuit. Donc c'est ma façon à moi de m'organiser. Voilà. J'ai des priorités dans la journée, si j'ai besoin ou envie de faire quelque chose de très important, je vais le faire parce que je sais que le temps entre guillemets perdu, je le rattraperai plus tard. En fait, je vais taper dans mes heures de sommeil ou sur certains loisirs, mais après voilà, c'est un mode de fonctionnement. Ce qu'il faut, c'est pas le vivre comme une contrainte. Après, si vous terminez seul, sans enfant, sans famille, sans rien, peut-être le curseur est un peu loin. Voilà, c'est un peu tard. Voilà, c'est des trucs qu'il vaut mieux pas échouer.
Mais en général, si vous êtes bien entouré, vous avez quand même des warnings assez vite de gens qui vous disent attention, là tu vas trop loin, etc. Donc il faut aussi les écouter. Voilà. C'est intéressant ta question, parce qu'en fait, pour le coup, on parlait de ressources humaines et les recrutements qu'on a et les entretiens d'embauche qu'on a avec les générations de personnes qui ont moins de 30 ans, dont vous faites partie, cette notion de temps est très importante pour vous, beaucoup plus importante que pour nos générations à nous. Donc c'est plus général et je vous comprends. Encore une fois, je me remets dans le contexte étudiant où à l'époque j'allais chercher un 10 et pas un 11. Après, je trouve tout à fait normal qu'on se dise mais je ne vais pas passer ma vie à bosser. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour l'organiser? Donc ça veut dire qu'avec ce qu'on vous raconte là, il y en a peut-être 9 sur 10 qui vont dire mais non, mais alors, tout sauf ça, quoi. Quand je les entends parler, en fait, ils sont en train de se tuer à la tâche. Quoi que ça leur rapporte finalement. Après, on peut avoir une autre façon de voir les choses, c'est que dans ce qu'on organise, selon la taille de l'entreprise et le moment qu'on a dans notre carrière, on peut aussi passer notre temps en tant que chef d'entreprise à ne pas se rendre indispensable. C'est-à-dire qu'il y a des missions dans l'entreprise et vouloir toutes les faire. Alors je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, il faut, dans la mesure du possible, savoir toutes les faire. C'est-à-dire au moins comprendre pourquoi, comment, être capable. Il y a des moments où c'est pas possible, hein, parce que quand c'est un ingénieur qui sait faire quelque chose et que nous, on n'est pas ingénieur, on peut se faire expliquer, mais c'est quand même compliqué de le faire à sa place. Mais si on arrive à bien comprendre le boulot qu'on fait faire aux autres, on doit pouvoir déléguer. Et la délégation maximale, imaginons le chef d'entreprise qui a vraiment tout délégué, on ne le dérange que pour les priorités. C'est-à-dire que tu parlais toi aussi tout à l'heure des priorités. C'est-à-dire que, en fait, le bon chef d'entreprise, sans vouloir trop généraliser, c'est quand les personnes à qui il a délégué sont coincées, ils disent ben alors là, nous, avec tout ce que vous nous avez dit, mais on ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Ben là, il faut qu'ils disent droite ou gauche. Et là, il faut qu'ils répondent quasiment à l'instant. Il ne faut pas qu'ils mettent 15 jours à réfléchir, enfin, dans la mesure du possible. Donc, ça veut dire que globalement, on peut se retrouver à être chef d'entreprise en ayant délégué énormément. Et il faut beaucoup de confiance, hein, parce qu'effectivement. Et après, il y a pas mal d'employés qui se révèlent dans cette délégation. Parce que quelqu'un qu'on cadre trop, ça dépend encore une fois de son niveau ou de sa façon d'aborder le travail. Mais s'il est trop cadré, finalement, il fait sa tâche et puis pas plus. S'il a une mission, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on peut aussi rémunérer pour une fonction. Et dans ce cas-là, ben, du coup, quand cette fonction est bien faite, le patron, il n'a pas grand-chose à faire derrière, hein. Il a juste à effectivement contrôler qu'elle soit bien faite. Et du coup, il se gagne du temps. Alors après, c'est vrai qu'il y a vraiment différents profils de chefs d'entreprise. Il y en a qui se tuent à la tâche. Encore une fois, je ne dénigre pas parce qu'il y a un moment dans une carrière, de toute façon, il y a un moment dans les études, hein, vous êtes en première année, à un moment ou à un autre, il va falloir s'y livrer, hein. Ça ne passera pas tout seul, hein, il faudra cracher les cailloux à un moment ou à un autre. Mais ce moment-là, il n'est pas définitif jusqu'à 60 piges. Il y a un moment pour passer certains écueils, il faut y arriver. Mais pour chef d'entreprise, c'est pareil. Il faut à un moment ou à un autre bosser beaucoup. Et puis après, c'est un choix de vie. Il y a un moment où on dit, bon voilà, là j'ai mis en place, est-ce que maintenant je ne peux pas gérer par priorité? Et moi, mon expérience, c'est d'amener des priorités. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le mener. Et du coup, ça me fait gagner du temps de travail. Bon, après, c'est un peu tactique. Merci. Bah, c'est très bien dit, hein, bravo. C'est exactement ça. Non, mais c'est bien parce que c'est un peu le but ultime, hein. Évidemment, si on vient en tant que chef d'entreprise, on vient au boulot et que la boîte tourne, et ben c'est une sacrée satisfaction. Alors pour en arriver là, surtout quand on démarre, moi j'ai démarré la société, on était deux, donc c'est moi qui sablais, c'est moi qui peignais. Et je peins très mal, hein, je vous assure que. Donc il a fallu que je délègue à des gens qui soient plus compétents que moi dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui, on voit que c'est un peu plus structuré. Il y a une organisation, une hiérarchie, il y a des chefs chargés d'affaires, conducteurs de travaux, etc. Et qu'effectivement on a cette fonction de donner le cap. Quand la période est difficile, quand on rencontre des difficultés, et ben c'est très satisfaisant comme résultat. Voilà, donc c'est évolutif en fait. C'est vrai qu'on commence on commence difficilement, mais au fur et à mesure que l'entreprise grandit, eh bien, on arrive à se structurer et à se libérer du temps pour soit augmenter l'entreprise, parce que c'est sans fin en fait cette histoire, hein. Une fois que vous avez atteint un objectif, que ça ronronne, etc., beaucoup d'entrepreneurs, c'est une situation qui supportent pas. C'est-à-dire qu'ils vont toujours chercher à développer, entreprendre, etc. C'est un peu ce que nous on fait. C'est-à-dire que
dès qu'on développe une activité, que ça c'est structuré, etc., ben, on en développe une autre. Ça, de toute façon, nous, c'est un besoin vital de se développer, mais c'est bon aussi pour l'entreprise. Vous voyez. Donc, en fait, on n'arrête jamais. On n'arrête jamais, c'est une bonne chose. Et quant à moi, par rapport à l'impact sur la vie familiale, moi, clairement, je travaille trop, hein, j'abuse. Donc, j'essaie de me soigner, c'est pas facile. Mais ouais, c'est un point où j'essaye effectivement de gérer les priorités, la famille d'abord, et puis et quand on a des bonnes valeurs de base, on arrive à savoir ce sur quoi il faut appuyer le plus, quoi. En tous les cas, aujourd'hui, j'ai encore une femme qui me suit, qui était là depuis le début, donc je pense que j'ai pas trop déconné, même si j'ai poussé le bouchon un peu loin. Voilà. Merci. Fanny. Et ensuite, nous allons clôturer. Moi je suis assez d'accord sur le fait que un bon chef d'entreprise doit aussi arriver à se rendre pas indispensable à l'exploitation quotidienne pour être plutôt sur du développement et pour ma part, agrandir, développer, déjà asseoir la marque et le concept et après voir plus grand. Et pour ça, je pense que la solution, c'est de mettre en place des procédures, des process et industrialiser un peu ce qu'on fait. Et après, par rapport à la vie de famille, c'est vrai qu'on n'a pas, on a moins de temps, mais moi je trouve ça assez gérable personnellement. Il faut savoir aussi dire stop et revenir plus tard avec des nouvelles idées et plus de motivation. Merci. À présent, nous vous invitons en terrasse donc pour prendre un café. Merci encore pour le partage de vos expériences et merci de nous avoir consacré du temps. Je laisse la parole à Naomi. Merci Stéphanie d'avoir animé le Café sans filtre. Merci à vous d'avoir pris du temps du coup dans vos agendas bien chargés pour parler avec nos étudiants. C'est des questions que vous n'avez pas osé poser, ne soyez pas timides, ils sont là pour vous. S'il y en a qui ont le temps encore de rester quelques minutes, allez leur poser des questions, ils sont là pour ça et je pense qu'ils seront ravis de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Et après, juste en termes techniques, est-ce que vous avez bien signé la feuille que je vous ai fait passer pour les LEA? Et j'en ai une pour les étudiants pépites. Et du coup, vous êtes invités à poursuivre ici pour un petit déjeuner pour ceux qui ont le temps et qui le veulent. Merci à tous. On va pousser ça.